Bien voilà, alors on va commencer avec les films du mois. Je rappelle aussi que le classement, enfin que l'apparition des films, ça va du plus vieux au plus récent. On va commencer donc avec les plus vieux films. Il y aura du film noir-blanc. Il y a à chaque fois au moins un film noir-blanc, jusqu'au plus récent. Cette fois, on commence pas trop tard en plus, puisque on commence en 1952 avec un film, hop là, dont je vais vous montrer maintenant la bande-annonce et vous me direz ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aurez aimé? Est-ce que vous aimez le film? Est-ce que vous avez envie de le voir ou non, etc. en fonction de ce que vous venez de voir. C'était la bande-annonce de Angel Face, un si doux visage, film de 1952. Avant de me dire ce que vous en avez pensé, je peux vous donner quelques informations dessus. Il s'agit d'un film du réalisateur Otto Preminger avec Robert Mitchum et Gene Simmons. Otto Preminger, c'est un réalisateur qui a fait pas mal de films qui sont devenus des grands classiques, notamment Laura, notamment un film que moi j'aime beaucoup qui est Autopsie d'un meurtre avec James Stewart, dont on va reparler un petit peu après. Le film nous raconte l'histoire de Robert Mitchum qui tombe amoureux d'une jeune femme incarnée par Gene Simmons qui s'avère être une manipulatrice assez dangereuse. Robert Mitchum arrivera-t-il à sortir des griffes de cette terrible tentatrice? À vous de voir avec le film Angel Face. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous aimez le film? Est-ce que c'est un bon film à partir de sa bande-annonce et de son pitch? Dites-moi seulement, et comme ça, on le classe ici. Okish. Okish, donc il est ici au milieu, avec des films comme La fièvre de Petrov, Miss Okuzai, etc. Ça me va, on peut le mettre là. Je trouve qu'il y a trop de romance, mais c'est le principe du film. Tu l'as déjà vu, Nemesis? La bande-annonce axe beaucoup sur la romance, et puis effectivement, c'est un peu le centre du film. C'est un élément capital. Donc effectivement, c'est difficile de passer à côté. Mais ok, on peut le mettre dans OK. Alors, je vais vous donner mon avis, et d'abord, je vais vous dire pourquoi j'ai vu ce film. Alors, première chose, je ne l'ai pas découvert, je l'ai revu, je l'avais vu il y a plusieurs années en arrière. J'avais oublié une grande majorité du film, j'avais retenu sa scène finale qui est quand même assez impressionnante. J'avais envie d'un film noir-blanc assez tranquille et efficace. Celui-là répond complètement aux critères. J'avais le souvenir de l'avoir beaucoup apprécié et je l'ai effectivement beaucoup apprécié. Pour moi, il irait dans du cool, plutôt du bas cool, je dirais, à cette hauteur-là. On va le mettre sur cette ligne-là pour plusieurs raisons. Alors, première chose, quand on parle de ce film, c'est qu'il faut évoquer les acteurs. Le casting, il est assez ouf. Moi, j'aime beaucoup Robert Mitchum. J'aime beaucoup sa nonchalance. Et là, l'acteur colle très très bien au personnage, puisqu'il incarne un personnage qui est complètement faillible, qui commence le film en trompant sa femme, quoi. Et ça colle bien du coup avec le ton un peu nonchalant de l'acteur. Ça fonctionne très bien. Il a le physique qui va avec. C'est un héros qui n'est pas vertueux. Et moi, j'aime bien quand les héros ne sont pas vertueux, justement, qui sont dans des zones grises. Ça les rend d'autant plus intéressants, je trouve. Jane Simmons est superbe aussi. Elle fonctionne très bien dans cette espèce de masque de façade où elle est toute chou, mais où elle cache en fait des secrets assez terribles et quelque chose d'assez violent. C'est intéressant parce que il y a une histoire derrière Jane Simmons, c'est que c'est une actrice qui avait déjà tourné dans des films pour la RKO, et la RKO devait faire encore un film avec elle, et ils se sont dit qu'elle correspondait complètement au rôle qu'elle incarne dans ce film. Donc il y a eu une grande insistance pour que son dernier film avec la RKO, ce soit justement celui-là. Du coup, le film a été proposé à Otto Preminger, qui a d'abord refusé dans un premier temps. Il ne trouvait pas le scénario forcément à sa convenance, et finalement il a accepté à condition de pouvoir faire certains remaniements dans le script, ce qui a été accordé et ce qui a été fait. Alors, je serais curieux de lire les différentes versions du scénario, parce que pour moi c'est un des problèmes du film, c'est qu'il dure 1h21, sauf erreur, il est très court.
Et il se passe énormément de choses. Il se passe quand même l'histoire d'une rencontre, d'un flirt, d'un mariage, enfin, les choses s'enchaînent de manière assez rapide et même des fois un peu trop rapide. On a notamment la question du mariage qui se règle en une scène qui dure peut-être 2 minutes et qui se justifie de manière quand même assez forcée. Donc pour moi, le film a certains petits soucis de scénario pour forcer certaines situations. Et c'est un des 2 reproches principaux que je lui fais. Le deuxième, c'est que vu qu'il va vite, il doit produire très vite de l'enjeu. Et pour produire très vite de l'enjeu, il fait agir son personnage de manipulatrice assez rapidement. Et ce personnage de manipulatrice, le problème, c'est qu'elle est très très vite démasquée par un peu tout le monde. Et ça, c'est assez bizarre. Si on prend un film comme Esther, il y a vraiment un personnage qui perce le personnage d'Esther et puis qui va essayer de comprendre vraiment le mystère autour de ce personnage, mais tous les autres sont complètement manipulés. D'ailleurs, dans la plupart des films où un personnage manipule les autres, c'est quelque chose qui met du temps à se dévoiler. Là, ça se dévoile quand même assez rapidement pour les personnages. Mais en même temps, ça peut être la force du film, étant donné que le film il sort à une époque, il sort en 1952. Encore une fois, on a eu déjà beaucoup d'images de femmes fatales, manipulatrices, qui sont là pour... qui ont un double discours, qui vont charmer le personnage pour arriver à leur fin. Et donc, il y a peut-être aussi une volonté de s'éloigner de ce genre de code et de créer quelque chose d'assez original. Mais ça crée du coup un équilibre un peu particulier au film, parce que ça donne effectivement de la personnalité au personnage de Robert Mitchum, au personnage de sa femme aussi, ce qui annihile un peu par contre la menace que le personnage de J.K. Simmons est censé représenter. Donc c'est un choix à double tranchant qui, moi personnellement, m'a pas complètement convaincu. J'avais noté aussi qu'on a des dialogues qui sont parfois un peu inégaux, il y a quelques situations un peu forcées, comme je l'ai dit avant. D'autres moments qui sont par contre très très bons, je pense notamment à il y a de nombreuses, enfin les scènes de séduction de J.K. Simmons avec Robert Mitchum fonctionnent super bien. Je les trouve vraiment vraiment intéressantes. Il y a des jeux de réalisation aussi. Bonjour mon chat. Il y a des jeux de réalisation qui sont aussi assez chouettes. Le film essaye des choses en 1952 qui peuvent être pas mal. Il y a notamment toute une scène de nuit où elle va s'introduire dans la chambre du personnage et se dire menacée. La manière dont c'est filmé, dont c'est amené, ça donne quelque chose un peu onirique à la scène, c'est très très bien. Bref, voilà. Pour moi, c'est un film qui est cool, mais qui a quand même pas mal de petits défauts malgré son statut classique, mais je peux quand même que vous le recommander, les gens. Voilà, et on va passer au film suivant, on va faire un grand saut, on passe de 1952 à 1964, avec une nouvelle bande-annonce. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez aimé ce film ou non sur la base de sa bande-annonce et du petit pitch que je vous fais après dessus. Pour vous faire un petit résumé du pitch, qui est d'ailleurs déjà fait dans la bande-annonce, c'est l'histoire d'un couple qui vit dans un petit bled d'Amérique, des États-Unis, plutôt dans le sud. Un mari qui est très très jaloux, comme vous avez pu le remarquer, mais qui est musicien avec un ami à lui. Un jour, un grand musicien incarné par Dean Martin va tomber en panne avec sa voiture dans le garage juste à côté, et ils vont décider de l'arnaquer entre guillemets et de le faire rester une nuit à la maison chez ce couple pour pouvoir essayer de lui montrer leur musique et essayer de percer à travers lui. Le problème, c'est que le musicien Dean Martin, là, c'est un coureur de jupons. Et du coup, le mari n'a pas du tout envie qu'il passe la nuit ici avec sa femme, sachant que sa femme est très très fan de la musique de ce type. Donc ils vont trouver un moyen de faire que sa femme quitte la maison pour la nuit, et ils vont engager une prostituée à la place qui va se faire passer pour sa femme. Voilà donc en gros le pitch. Qu'est-ce que vous en avez pensé sur la base de cette bande-annonce, du pitch ou de si vous avez vu le film ? J'ai oublié de dire, c'était avec Dean Martin, Ray Walston et Kim Novak. Plein d'acteurs qui n'étaient pas censés être là. Le pitch est ok, vous êtes tous sur ok. Alors on va le mettre évidemment dans ok. Je trouve que vous êtes dur parce que moi je le mettrais un petit peu plus haut. Pourquoi je l'ai vu ?
Je l'ai vu parce que j'ai découvert cette année la Garçonnière hein, de Billy Wilder, et vous remarquerez que c'est pour le moment le film qui est au sommet de ma liste. Donc, le réalisateur a fait The Apartment, qui est pour le moment le meilleur film que j'ai vu cette année, que j'ai trouvé très touchant, dramatique, mais très très comique. Ah oui, et j'avais noté encore un truc avant. Oui, j'avais noté, le casting est intéressant, parce qu'on a Dean Martin, qui est à la base un crooner. Un crooner, j'ai découvert que c'était en fait un chanteur de charme. Vous avez vu au début de la bande-annonce, c'est le bonhomme qui chante avec son verre de whisky à la main et 10 danseuses autour de lui. Des chansons souvent avec une voix un peu grave et suave. On appelle ça du coup un crooner, un chanteur de charme. On a Kim Novak, que vous avez vu dans Vertigo peut-être, qui reprend le rôle qui était destiné à la base à Marilyn Monroe. Le film a été écrit en imaginant le personnage de Marilyn Monroe. Et vous avez aussi Ray Walston qui a en fait remplacé Peter Sellers, étant donné que le personnage principal, le rôle principal était imaginé pour Peter Sellers. Du coup, il y a ce côté très burlesque qui des fois colle pas forcément avec le reste des autres personnages. Ben, on reviendra là-dessus. Peter Sellers avait eu une crise cardiaque, donc il n'avait pas pu assurer le tournage de ce film. Le film, maintenant avec les acteurs qui ont fait ces remplacements, etc., moi je le trouve vraiment très cool. Hein. Il va très très haut dans les cools, j'ai envie de dire. En fait, je me rends compte que je crois que j'ai inversé déjà aussi, peut-être la dernière fois, certains trucs, etc. Enfin, ouais, je ne sais pas. Bah. Ouais, parce que typiquement, pour mettre ça à tout là-haut, ça c'est mon avis. Ah non, mais mon avis, il est là. Oui, non, c'est bon. J'ai rien dit. Ouais, pour moi, il est très très cool. Pour moi, il va à peu près ici. Hop. Derrière Godzilla Minus One, mais devant le Visitor, film italien excellent. Hop là. Il est très très cool parce que ses dialogues sont super efficaces. Il a toujours un excellent rythme, Billy Wilder, j'ai l'impression, dans la manière dont les acteurs se balancent leurs répliques et la manière dont il a de les filmer. C'est pas filmé comme une pièce de théâtre, c'est beaucoup de chant contre chant. Notamment, il y a des jeux aussi sur quel personnage voit quoi dans l'espace. Donc il y a une véritable question de mise en scène dans quelque chose qui se trouve quand même être principalement à huis clos dans cette petite maison de foyer américain. L'ambiance petite maison foyer américain fonctionne aussi très très bien, avec des problématiques qui restent quand même, mine de rien, plutôt légères, avec des personnages qui n'ont pas grand chose à perdre, on va dire. Donc c'est typique, le genre de divertissement un petit peu assez agréable. Et la particularité du film, et là on va parler du Code Eyes, c'est que le film est plein de cul. Il est plein de cul. Et c'est rigolo parce que pour un film de 1962, c'est pas forcément si... 1964, pardon, c'est pas forcément si habituel que ça. Il n'y a pas de scène, de sexe, on filme pas ce genre de choses. Par contre, tout passe dans les dialogues. Il y a beaucoup de dialogues à double sens, il y a beaucoup de blagues, etc. Qui fonctionnent là-dessus. Il y a, par exemple, pour ça qu'il t'a plu. Alors, c'est pas que pour ça, c'est aussi parce que c'est bien écrit, dans le sens où il y a pas mal de répliques à double sens, mais qui ne sont pas forcément lourdes. Et elles sont lourdes quand elles viennent de la part d'un seul personnage, qui est celui du musicien Dean Martin. Le reste, c'est quand même un couple qui est plus ou moins qui est plus ou moins puritain, plus ou moins assez classique, mais où d'un coup, le mari qui veut empêcher que sa femme aille dehors ou je sais plus quoi, va lui dire « Ah, mais j'ai trop envie que tu restes, on a l'après-midi pour nous, on pourrait peut-être faire des choses, etc. » Enfin, c'est joué de manière assez subtile et très très efficace, je trouve. Et un autre exemple assez marrant, c'est que, par exemple, le personnage féminin n'est pas montré dans une tenue hyper osée, etc. Par contre, elle est couturière et elle va dire qu'elle pourrait essayer, s'ils passent l'après-midi ensemble au lit, elle pourrait essayer la nouvelle tenue qu'elle s'est brodée. Et 10 minutes plus tard, on voit le personnage qui est justement où il y a sa machine à couture qui va prendre et où c'est effectivement une tenue hyper affriolante dont elle a parlé avant. Donc c'est comme ça qu'on montre un peu du cul sans en montrer réellement non plus.
Et ça fonctionne très bien parce qu'il faut imaginer que c'est un moment où le code Eyes fonctionne encore. Le code Eyes, c'est un code qui est apparu, c'est une réglementation du cinéma qui est apparue en 1930 pour faire face, pour répondre à une demande de la part d'associations principalement évangélistes, religieuses et féministes aussi, qui trouvaient que le cinéma ne respectait pas les bonnes mœurs, etc. Il fallait agir contre ça. Donc ce qu'on a fait, ce que le gouvernement a fait, c'est qu'il a essayé, c'est qu'il a produit un peu un code sur ce que les films ont le droit de dire, ce que les films ont le droit de montrer, etc. qui était assez serré. Un bon exemple, c'est vous prenez le premier film de Tarzan où Jane, vraiment, elle saute dans l'eau et elle ressort et on voit vraiment toutes ces courbes qui ressortent à fond. Et après, ça disparaît complètement. Jusqu'à même Jane qui va disparaître complètement par après, mais ça, c'est encore une autre histoire. Et donc, le Code Eyes a eu un effet assez important. Vous pouvez voir Babylone, où vous voyez aussi les débuts du cinéma, les débuts d'Hollywood, et puis vous verrez pourquoi après il y a eu un code qui a été, pourquoi il y a eu de la censure qui a commencé à apparaître, etc. Babylone essaye de retracer un petit peu ça aussi. Sinon, oui, donc on est face au code. On a toujours ce code Eyes du coup dans le film, mais on est sur la fin du code Eyes. Le code Eyes, à partir de la fin des années 50, il commence un peu à se montrer vieillot, et puis on se dit qu'il faut commencer peut-être à le réformer. Là, on est en 64, le code Eyes disparaît vraiment en 66, et on a donc quelques moments où on se moque pas mal du code Eyes, notamment des personnages féminins. Ça, c'est un élément intéressant. Vous avez vu, on fait dans la bande-annonce référence au fait qu'elle a un petit diamant dans le nombril. Et c'est aussi une manière de se moquer du code Eyes parce qu'on n'a pas le droit de montrer de nombril. Donc qu'est-ce qu'on fait là ? On fait exactement pareil, on montre le ventre de la femme, par contre, on met un petit diamant dans le nombril, un petit piercing diamant. Comme ça, c'est bon, on est libéré, on est tranquille. Et en plus, cet élément va devenir un objet narratif, un artefact narratif dans le reste du film. Donc c'est assez intéressant comme le film se moque assez ouvertement du code Eyes, et du coup pour moi c'est un excellent témoin de la fin, gentiment, de ce puritanisme américain. C'est un film aussi, ça c'est intéressant aussi, j'ai noté qu'il a été condamné par la National Legion of Decency, la Ligue de la Vertu américaine, qui n'avait pas condamné grand chose depuis longtemps, et qui n'a pas condamné grand chose par après, avant longtemps aussi, de ce que j'ai vu. Et du coup, c'est un petit peu anecdotique, mais ça montre que pour un film qui est quand même grand public, qui est censé amener les foules, etc., qui n'est pas un film de genre, film d'horreur, etc., il a réussi à avoir son petit effet, et je trouve qu'il fonctionne très très bien. Malheureusement, par contre, le film, il y a des moments où les caractères sont un peu forcés, sont un peu trop brusques. Ça se voit notamment avec Ray Walston, on voit que le personnage a été écrit pour Peter Sellers, et puis on voit qu'il y a vraiment des idées dans la mise en scène, dans la manière d'écrire le personnage, il faut créer du burlesque là, et ça rend le personnage un peu trop caricatural et du coup un peu moins attachant, ce qui fait qu'on s'intéresse des fois un petit peu moins à ses problèmes. Mais ça mis de côté, l'ensemble du film fonctionne très très bien. Il est plus léger que The Apartment, du coup moi je préfère quand même The Apartment, qui arrive vraiment mieux, je trouve, dans son écriture et même dans son humour. Mais pour moi, le film reste quand même très très cool.